pourquoi est-ce qu'on parle de plus en plus de TDAH aujourd'hui et surtout, est-ce qu'on comprend vraiment? Est-ce différent pour les femmes? On va démystifier tout ça aujourd'hui avec Virginie Blanclam. Donc aujourd'hui, on va démystifier tout ça avec Virginie. Bonjour Virginie. Salut. Alors, quand on parle de TDAH aujourd'hui, on parle de quoi? Alors TDAH, ça veut dire trouble déficitaire de l'attention avec ou sans hyperactivité. On parle d'un dysfonctionnement neurocognitif et ça fait partie des troubles neurodéveloppementaux, le TDAH. On a longtemps réduit ça à des enfants qui étaient turbulents dans la Mm. cour de récréation, des enfants qui bougeaient partout. Aujourd'hui, est-ce que c'est toujours le cas? Alors ça, c'est quand on a l'hyperactivité, justement, puisque TDAH, c'est avec ou sans H. Donc si tu as de l'hyperactivité, ça peut te donner en effet des profils d'enfants un peu genre Denis la Malice. Voilà, mais il y a aussi une partie des profils qui sont pas hyperactifs et qui sont plutôt inattentifs. Et eux, c'est plutôt Jean de la Lune, quoi. Est-ce que c'est un problème de comportement, d'éducation, ou est-ce que c'est vraiment un problème au niveau du cerveau? Bien, c'est très intéressant comme question parce que j'ai envie de te dire les trois, sauf que l'un est l'origine, c'est-à-dire c'est un, je dirais pas problème, c'est une particularité cérébrale qui est fonctionnelle, structurelle, neurochimique. D'accord. Donc, à la fois sur le plan anatomique, on a une structure du cerveau qui est particulière. Sur le plan neurochimique, tout ce qui est neurohormones, aujourd'hui, on sait qu'il y a des aires cérébrales qui sont plus ou moins bien nourries, entre guillemets, en dopamine, en noradrénaline. Euh, Tout ça, donc, c'est originel, si je peux dire. Ça va nous donner des impacts sur le comportement. Parce que être attentif, c'est un comportement. Sauter, bouger de partout, c'est aussi un comportement. Donc, et ça va aussi avoir des impacts sur l'éducation. Mais l'éducation n'est pas la cause. Par contre, elle va être mise à mal par ces enfants-là qui sont extraordinaires et qui demandent du coup d'avoir des stratégies éducatives différentes que pour un enfant neurotypique. Mm. Donc en fait, les trois mots que tu as dit sont hyper intéressants parce que tu as dit le cerveau, comportement et éducation, bah, ça va ensemble. Alors, par rapport au TDAH, on entend beaucoup parler de fonction exécutive. Est-ce que Mm. tu peux vulgairement nous expliquer ce que c'est de manière assez simple? Ok, les fonctions exécutives, de manière simple, c'est le chef d'orchestre du cerveau. D'accord. C'est porté par le lobe frontal et préfrontal, donc au niveau de l'avant, du cortex. J'ai un bon exemple, la cuisine. D'accord. Quand tu vas au restaurant et que tu commandes un plat, le plat, c'est le résultat du travail de toute une équipe. Tu as voilà, plusieurs cuisiniers dans la cuisine, chacun ayant ses spécificités. Tu as celui, par exemple, qui va être responsable des légumes, des fruits. Tu as celui qui sera responsable de la viande, du poisson. Tu as le boulanger, celui qui fera plutôt le côté pain, pâtisserie. Et tous ces sous-chefs, ils sont dirigés par un chef qu'on appelle d'ailleurs le chef exécutif. Ben, c'est ça, les fonctions exécutives. C'est-à-dire que c'est celui qui va donner l'ordre aux autres de comment ils vont travailler ensemble pour avoir un bon résultat. C'est le directeur. Ouais, on pourrait dire ça, qui va coordonner tout le monde. Mais tout seul, il ne peut pas faire grand-chose non plus. Et c'est quoi le rapport du coup avec le TDAH? Eh bien, les fonctions exécutives vont aider les autres aires cérébrales, si je peux simplifier les choses, à faire leur travail comme il est attendu qu'il soit fait. Par exemple, si tu dois résoudre un problème de mathématiques, d'accord, tu vas utiliser des aires spécifiques de ton cerveau qui sont liées aux mathématiques, au calcul, au nombre, aux faits arithmétiques. Et tu vas aussi utiliser tes fonctions exécutives pour planifier, organiser tes calculs, raisonner sur ta stratégie. Tu vas utiliser ta flexibilité cognitive pour peut-être changer de stratégie en cours de route parce que tu te rends compte que tu n'avais pas bien ciblé le problème. Et donc tout ça, c'est des process de haut niveau qui vont venir diriger des process plutôt de bas niveau, si je peux dire, comme ceux simplement du calcul. D'accord. Ok. Est-ce que c'est clair? C'est très clair, c'est très clair. Alors, le TDAH, on entend beaucoup d'idées reçues sur le TDAH. Donc, je te propose un petit jeu. Je vais te dire des phrases et tu me dis Ok. si c'est des idées reçues ou si c'est vrai. D'accord, bonne idée. Allons-y. On est tous un peu TDAH. Idée reçue. Non, mais c'est faux. On n'est pas. Il y a T, le T correspond au mot trouble.
Et ça, c'est hyper important de le comprendre parce que un trouble t'empêche de vivre ton quotidien de manière ordinaire. C'est pas juste un fonctionnement, c'est pas juste un trait de caractère, c'est un trouble. Tu as du mal à organiser ton quotidien, ça veut dire la maison, les courses, l'administratif. Pour des enfants, faire les devoirs, ranger sa chambre, trouver un travail, garder un travail. Un individu, enfant, ado ou adulte qui a un TDAH, il a un trouble. Ça a des impacts significatifs sur le quotidien. Et ça fait partie de la définition, d'ailleurs, des SM5, des SM5 révisés ou même la CIM-11. Les classifications qui nous servent à étiqueter, à dire qu'on a une pathologie particulière. Donc, non, c'est faux. On n'est pas tous TDAH, pas du tout. Parce qu'on n'a pas tous un trouble pathologique qui va nous impacter dans notre quotidien et toute la vie. Le TDAH est un manque de volonté. Non, rien à voir. Faux, idée reçue. Si on veut, on peut. Non, ça fonctionne pas comme ça. Moi, je prends souvent l'exemple d'une personne diabétique. On demande à un diabétique de réguler son taux d'insuline dans son sang par sa simple volonté? Non, ça viendrait à l'idée de personne de faire ça. Parce que le TDAH, il a un fondement qui est neurochimique. Comme je l'ai dit tout à l'heure, ce fondement neurochimique, il fait qu'il y a une particularité dans la sécrétion de neurohormones, comme la dopamine, la noradrénaline. On se penche de plus en plus sur la sérotonine. Donc, ces neurohormones qui font tout l'équilibre du corps, en fait, finalement, on ne peut pas les réguler par notre simple volonté. Ça ne marche pas. Ça paraît logique. Ça paraît logique. Il y a peu de femmes TDAH. Ah non, il y en a beaucoup. Sur les chiffres, il faudra les vérifier. Je pense pas trop dire de bêtises si je dis que c'est 50-50. Autant de filles, garçons, hommes, femmes. Les profils sont différents. D'accord ? On a 3 profils différents de TDAH. On a un profil inattentif, on a le profil hyperactif, puis on a un profil mixte, où il y a un petit peu des deux. D'accord ? Je ne sais pas si dans le vrai fond, on reviendra sur les critères diagnostiques du TDAH qui sont super importants. On y viendra un peu plus tard. Ok. Plusieurs études montrent effectivement que du côté des femmes, c'est plus souvent inattentif. Il y a moins ce profil hyperactif qui fait que ça se voit. Parce que si je reviens à la comparaison Denis la Malice et puis Jean de la Lune, ça peut être Jeanne de la Lune, tu vois. Donc, un enfant qui est dans la Lune et qui ne te pourrit pas ta gestion de classe, il passe inaperçu. On va beaucoup moins se plaindre de cet enfant-là que d'un enfant qui te retourne la classe. Voilà, et qui a un petit souci de gestion de ses comportements, de son impulsivité. Donc, beaucoup de femmes avec TDAH, c'est une certitude. Autant que les hommes, je pense. Mais peut-être que du coup, ça se voit un peu moins. Mais ça se voit beaucoup moins. Une personne TDAH, c'est une personne en manque de dopamine. Ah oui, clairement. Ça, c'est vrai. Vrai, de vrai. Oui, c'est d'ailleurs un des fondements du trouble déficitaire de l'attention, avec ou sans hyperactivité. La dopamine, elle est mauvaise qualité, très mauvaise qualité, et puis pas assez. D'accord ? Donc, d'où parfois, justement, les addictions, les conséquences. Mais donc, oui, c'est tout à fait juste. Et c'est uniquement la dopamine ? Non. Il y a des particularités aussi au niveau de la noradrénaline, qui peut manquer dans certaines aires cérébrales, qui peut être un peu trop présente dans d'autres. D'accord ? La noradrénaline, c'est une hormone qui est responsable de notre vigilance. Et alors, ça va paraître peut-être bizarre ce que je dis, mais un TDAH, c'est aussi un individu en hypervigilance. Donc, c'est-à-dire que déficitaire de l'attention. Trouble déficitaire de l'attention parce qu'il y a justement aussi trop de stimuli. Il y a une mauvaise discrimination de qu'est-ce qui est prioritaire et qu'est-ce qui ne l'est pas. Donc en fait, c'est pas un déficit de l'attention, c'est l'attention sur trop de choses et pas forcément sur ce qu'on voudrait. Oui, mais du coup, ça donne un déficit d'attention. Parce que, comme disait William Spage, d'accord, qui est un psychologue fondateur de la psychologie moderne, mon expérience est ce à quoi je porte mon attention. Donc en fait, ça veut tout dire. Si ton attention, elle est dans tous les sens, forcément, tu es inattentif sur ce qui serait peut-être important là. La leçon de mathématiques. Et puis toi, tu préfères regarder le petit oiseau par la fenêtre.
ou autre chose. Je pense que beaucoup vont se reconnaître. Voilà. Donc dopamine, noradrénaline et puis sérotonine aussi. D'ailleurs, je crois que j'ai lu une étude il y a 2 ou 3 mois en arrière du côté des États-Unis. Ils sont en train de se pencher sur un médicament où on n'aura pas juste une régulation de la dopamine, où on aura aussi une régulation Les autres neurohormones. ouais, sérotonine notamment. Je veux Beaucoup dire. de dysfonctionnements au niveau de la sécrétion de ces neurohormones-là. Oui, ça par contre, c'est vraiment juste. Le TDAH, c'est principalement sur les enfants, ça part en grandissant. Intéressant. Oui et non, ça part pas. On est NAIT TDAH, on meurt TDAH. Après, on a de nombreuses études qui nous montrent qu'à l'âge adulte, il y a une baisse de l'hyperactivité d'à peu près 50% et de l'inattention d'à peu près 20%. Mais c'est pas systématique. C'est pas systématique, c'est très individuel, hein, j'ai envie de dire, parce que on est tous singuliers. Hein, qu'est-ce qui a été mis en place dans l'enfance aussi? Est-ce que voilà, il y a eu des stratégies éducatives adaptées pour le TDAH? Est-ce qu'il y a eu de la médication? Oui, non, laquelle? Est-ce qu'il y a une hygiène de vie qui a été mise en place? L'adulte aujourd'hui, est-ce il fait très attention à son sommeil, il fait un sport spécifique, il fait attention à son alimentation? Parce que le TDAH, c'est aussi une constellation en fait. C'est pas juste un déficit neuro-hormonal, c'est pas juste de l'éducation, c'est pas juste, c'est tout un ensemble. C'est ce qui fait que il y a des améliorations bien sûr qui peuvent être attendues à l'âge adulte. Et est-ce qu'on peut avoir l'inverse? Du coup, plutôt quelque chose qui s'amplifie à l'âge adulte, mais qui n'est pas là, où il n'y a pas encore d'études là-dessus? Si, et ça peut toujours s'aggraver, mais comme tout. Mm. Parce que un enfant qui n'est pas suivi, qui n'est pas accompagné, voilà, ça peut dépendre des fréquentations qu'on va avoir, particulièrement à l'adolescence aussi. Est-ce qu'il y a de l'usage de stupéfiants? Parce que c'est des profils qui peuvent être plus sensibles à aller chercher justement Les addictions que tu nous disais des tout à l'heure. addictions et même des produits qui vont leur permettre de se réguler d'un point de vue neuro-hormonal, d'un point de vue comportemental par conséquence, et de manière pas toujours adaptée. Donc tout ça, ça peut changer la trajectoire développementale et la vie donc d'un individu. D'accord. Mythe suivant, à l'école, les TDAH sont souvent fainéants. Ouh, c'est pas gentil ça. Ah bah, c'est un mythe, hein, c'est pas moi. C'est un mythe. Non, me pas dédouane. du tout. Non. Alors, ça n'a rien à voir. On revient sur cette histoire de dopamine. La dopamine, c'est aussi la neurohormone de la motivation. D'accord? Du plaisir. Quand j'ai du plaisir, je suis motivée. Mais quand tout le système dopaminergique il est mis à mal, eh bien mes motivations, mon plaisir, d'accord, sera pas le même que chez un individu neurotypique. Donc je vais être capable d'être concentrée, d'être hyper focus. On parle même de l'hyper focus, c'est le mot qui est utilisé, sur des choses qui me plaisent pendant peut-être des heures. Par contre, à l'inverse, si je ressens pas de plaisir ou pas de motivation à faire certaines tâches, alors là, je vais pas les faire. Je vais les éviter, je vais procrastiner. Et donc, je pourrais avoir l'air d'être feignant ou feignante vis-à-vis de certaines tâches. C'est possible d'avoir un TDAH sans hyperactivité? Oui, complètement. Mais c'est bien de clarifier. Donc, on a dit avec ou sans hyperactivité. Dans les critères diagnostiques, faut imaginer 2 colonnes. D'accord? Tu as la colonne inattention, puis tu as la colonne hyperactivité, impulsivité. Dans chacune de ces colonnes, tu as 9 critères. 1, 2, 3, 4, 5, d'accord. Donc 9 et 9, 18. Tu as des profils qui vont cocher des critères seulement dans la partie inattention. Et 0, hyperactivité. Tu as des profils qui vont cocher que dans l'hyperactivité, les critères cliniques, et puis il y aura 0 dans l'inattention, beaucoup plus rare. D'accord? Mais ça arrive. Puis tu en as, ils vont avoir dans un petit peu les deux. Et puis tu en as même qui auront 9 sur 9 dans les deux. Hein. Eux, ils ont un score total, 18 sur 18. Mais ce que je veux dire, c'est que les profils sont très uniques. Parce que même dans les critères, la façon dont ces critères vont se voir, dont ça va avoir des répercussions au quotidien, Se manifester? ça se manifeste, merci, de manière différente
selon chaque individu, d'accord. Donc, c'est important de le comprendre. Oui. Moi, j'ai tendance à penser, à titre personnel, dis-moi si, Mm. si je me trompe, qu'il y a aussi beaucoup de personnes qui ont le diagnostic TDAH sans hyperactivité, mais où c'est plutôt de l'hyperactivité cérébrale, mais qui du coup se voit pas. Ah, alors ça, c'est hyper intéressant et c'est quelque chose qu'on me demande très régulièrement. Dans les critères diagnostiques de l'hyperactivité, donc si on reprend les deux listes, hein, d'accord, il n'y a pas l'hyperactivité cérébrale. Peut-être dans les années qui suivent. On parle de rumination, par contre, tu vois. Il y a la Mm. rumination qui... Mais la rumination, je trouve qu'elle est attachée à quelque chose de très négatif. Tu rumines un événement qui a été désagréable. Comme plutôt ressasser le passé plus que réfléchir beaucoup en C'est soi. ça. Et oui, je pense que c'est important de faire la part des choses. Alors que l'hyperactivité cérébrale, c'est plutôt, bah, tu te couches et puis tu te réveilles le matin, tu as eu 100 000 idées pendant la nuit. Voilà, que certains qualifient d'idées de génie. Et tes d'âge sont des génies, hein, quelque part. Il faut voir le côté positif. Mais ouais, je pense que les critères cliniques sont amenés à être étudiés, sont amenés à évoluer selon ce qui se passe sur le terrain aussi. Et puis, il y a autre chose qui est intéressant à comprendre, c'est est-ce qu'il y a un profil pur TDAH ou est-ce qu'on a un profil avec une comorbidité? Mm. D'accord? Parce que tu as des cerveaux, je pense par exemple au haut potentiel intellectuel, le fameux HPI, qui n'est pas un trouble neurodéveloppemental, mais qui pense beaucoup, qui a cette hyperactivité cérébrale et qui peut être comorbide d'un TDAH, bien entendu. Qui du coup va beaucoup moins se voir en tant que TDAH, puisqu'il y a des systèmes de compensation bien puissants. D'accord, merci beaucoup. De rien. Et du coup, dernière phrase, c'est les médicaments sont la solution. Oh, Mythe, réalité? alors, moi je ne suis pas pro ou contre la médication. Je pourrais partager surtout ce que j'ai vécu de mon expérience personnelle, professionnelle. Euh, je vais commencer par le côté professionnel et par les études, pour me référer à ce que dit la science, parce que ça c'est important. Il est prouvé dans les études que les médicaments seuls font pas grand-chose et que c'est bien de les coupler avec des stratégies éducatives spécifiques. D'accord? Même pour les adultes? Oui, alors bien sûr, pour les adultes, on fait ce qui s'appelle en fait de la psychoéducation. Mais pour les enfants aussi. On a des outils spécifiques pour les enfants, puis on a des outils plus particuliers pour les adultes. La psychoéducation, c'est une grande partie de comprendre comment on fonctionne en tant qu'individu avec un TDAH, pour pouvoir prendre de la distance, prendre du recul sur soi-même, pour pouvoir aussi s'analyser et se corriger. Et on commence ça petit. Alors, petit, c'est plutôt avec des dessins, des schémas, des ateliers pratiques hein, ou ludiques qu'on va manipuler. Mais la psychoéducation, elle est très, très importante dans ces profils-là. Et quand elle est couplée à de la médication, c'est génial, ça marche super bien. Maintenant, la médication, c'est un sujet qui est très particulier, qui est très controversé. Moi, je voudrais juste apporter des faits. Parce que je pense que tous les parents doivent aller chercher des faits quand ils s'interrogent sur la médication. Qu'est-ce qu'on a aujourd'hui comme connaissance là-dessus? Bon, on a énormément de recul, beaucoup, plus de 100 ans. Hein, parce qu'aux États-Unis, ça fait un moment que la médication pour le TDAH a commencé. Qu'est-ce que c'est cette médication? Est-ce que c'est des antidépresseurs, des anxiolytiques, des calmants? Non, pas du tout. Ce ne sont pas des psychotropes qui vont couper, c'est l'inverse. C'est des psychostimulants. Alors là aussi, ça peut faire peur. Ah mon Dieu, c'est des dérivés d'amphétamine. Waouh, amphétamine? Oui, très bien, mais ce dérivé d'amphétamine, il sert à quoi en fait? Il sert à booster la dopamine, là où il n'y en a pas assez. Il sert à rééquilibrer ce côté, tu vois, neuro-hormonal. Donc, il faut surtout s'interroger sur les faits. Dans les faits, quelles sont les molécules à disposition? Il y en a plusieurs, on les trouve dans plusieurs types de médicaments, chaque médicament pouvant être plus ou moins bien apprécié par le corps, tu vois. Donc, il y a des individus qui vont prendre de la Ritaline, ça va très bien leur aller. D'autres qui vont dire, bah non, moi la Ritaline, j'ai pas supporté le Concerta. Par contre, Medikinet, ça m'allait bien. Et puis le dosage encore. Je t'ai entendu dire dans un de nos lives que Hein. c'était comme choisir un bon jean,
détailles super bien. C'est tout à fait ça. La médication, c'est trouver un bon jean. Tu vas parfois faire plusieurs boutiques. C'est les différents médicaments, entre guillemets, qui existent. Et dans chaque boutique, parfois, tu vas essayer plusieurs tailles ou plusieurs modèles. Ça, c'est le dosage. Parce que le dosage pour un individu de 60 kilos n'est pas le même selon le profil. J'ai dit, le TDAH, c'est vraiment un profil unique. Donc, professionnellement, moi, j'ai vu beaucoup d'enfants, d'ados, d'adultes qui étaient vraiment aidés par la médication, qui en prenaient de temps en temps, parfois quand ils ont des périodes de surcharge, des périodes d'examen, des périodes de surcharge d'activité professionnelle, je veux dire. D'autres chez qui il y avait des effets secondaires, ça n'allait pas. On essayait de changer du coup la molécule ou le médicament. Bref, ce que je veux dire, c'est qu'il faut être en recherche, comme trouver un bon jean. Et pas se dire, OK, je m'arrête tout de suite là. Mais non, si ça convient pas, ça convient pas. Il y a d'autres leviers. Je parlais du sommeil, de l'alimentation. Il y a d'autres leviers qui permettent aussi d'avoir du pouvoir sur ses neurohormones, sur son fonctionnement. Mais je pense qu'avant de dire on est pour, on est contre, il faut peut-être aussi avoir un discours plus mesuré et s'informer. Prendre des informations pour faire les bons choix aussi. Après, au niveau de la médication, d'un point de vue personnel, j'ai des choses à partager aussi, puisque moi, j'ai été médiquée. La Ritaline, par exemple, ça ne m'allait pas du tout. Le Medikinet non plus. Le Concerta, c'était parfait. 18 mg, alors que je ne fais pas 18 kilos. En général, 1 mg kilo, je ne fais absolument pas 18 kilos. Ça m'allait bien, je ne le prenais pas tous les jours. Les jours où j'avais beaucoup de stress, de charge de travail, parce qu'en gérant une entreprise avec plus de 30 personnes dans cette entreprise, c'est pas toujours évident. Ça dépend de la charge de travail qu'on peut avoir. Après, je suis allée chercher des alternatives, justement au niveau du sommeil, de la nourriture, comment réguler mes neurohormones d'une autre manière. Alors moi, j'avais un profil qui était plutôt hyperactif. Et ce qui était intéressant dans le bilan, dans le diagnostic, c'était vraiment cette recherche dans l'enfance. De pouvoir savoir, tiens, comment j'étais à l'école maternelle et enfantine. Qu'est-ce que j'ai fait dans ma vie d'ado ? Est-ce que je me suis mise en danger souvent ? Oh là là, mon Dieu. Ça se demandait comment je peux être vivante aujourd'hui. Vraiment, on peut se poser la question. Souvent, on a des parents qui se questionnent pour eux parce qu'on vient de bilanter leurs enfants. C'est ce qui s'est passé pour moi. C'est ce qui m'a permis aussi de comprendre quasiment 17 années de médication pas adaptée. Et qui fait qu'aujourd'hui, je suis délivrée de tout ça. Donc après, on ne va pas rentrer dans les détails, mais il y aurait vraiment beaucoup à dire. Mes enfants aussi, je pense à mon dernier, le plus jeune, mais finalement, les 3 sont sur le spectre TDAH, parce que les chiens ne font pas des chats. Il y a 75% d'héritabilité dans le TDAH, ce qui est énorme. Puis souvent, on rencontre des gens qui nous ressemblent quand on décide de faire des enfants. Le dernier, en tout cas, a pu avoir de la médication. Le premier de mes enfants aussi, parce qu'il y avait un besoin assez ponctuel pendant les études universitaires notamment. Donc des fois, l'individu a des systèmes de compensation qui lui permettent de tenir. Et puis, il y a des moments dans la vie où c'est plus dur et où là, ça ressort plus et on se dit que finalement, il faudrait peut-être investiguer et du coup, aider l'individu à se réguler, à se corriger. Donc voilà, sur le plan personnel. Moi, j'invite vraiment tout le monde, tous ceux qui sont en question sur ce sujet-là du TDAH, les parents. Si vous êtes sur le podcast, c'est peut-être pas pour rien. Voilà, exactement. Moi, je vous invite à lire, à vous renseigner. Nous avons écrit des articles qui sont gratuits, qui sont dans les ressources gratuites de Teddy School, où on parle TDAH et sommeil, TDAH et alimentation. C'est des articles qui sont très courts, qui sont faciles à lire. Et le but, c'est de vous inviter à faire des recherches. Vraiment, c'est important parce que on peut avoir du pouvoir sur sa vie quand on comprend comment on fonctionne et on peut modifier les choses beaucoup par sommeil, alimentation et pourquoi pas aller chercher aussi des plantes. Il y a des plantes qui sont très puissantes qui permettent... Pas le cannabis. Je pensais pas à ça. Mais effectivement, ouais, je pensais pas à ça. Non, il y a d'autres manières de faire qu'avec la médication, mais qui sont plus contraignantes. Parce que ça demande, je disais tout à l'heure, je parlais d'une constellation, ça va demander de travailler sur chaque petit point de cette constellation et il y a
une petite vingtaine d'étoiles. D'accord. Merci beaucoup Virginie d'avoir joué le jeu. Je t'en prie. Je te propose maintenant qu'on réponde à des questions qui sont beaucoup revenues sur d'autres de nos vidéos, qui reviennent beaucoup Ok. en question sur nos publications, etc. Mhm. pour qu'on puisse y répondre, si ça te va. Allez, allons-y. Alors ça rejoint un petit peu ce que tu nous disais tout à l'heure. Comment est-ce que quelqu'un peut être hyper concentré sur une tâche et quand il s'agit de faire autre chose comme travailler ou quelque chose à la maison, c'est plus compliqué? Mhm. Très intéressant. Ça rejoint le circuit du plaisir, de la dopamine. Ça rejoint la récompense, en fait. Est-ce que j'ai une récompense à faire telle tâche? Je ne parle pas forcément d'une récompense externe, hein, un salaire ou je ne sais pas. Non, je parle d'une récompense interne. Ah, ça m'a fait du bien de faire telle tâche. J'ai du plaisir, je suis fière de moi, j'ai de l'autosatisfaction. Eh ben, quand un individu neurotypique, il le ressent. Mais un individu avec TDAH va le ressentir peut-être encore plus fort, parce que comme son circuit dopaminergique ne fonctionne pas comme il faut, le jour où ça marche, ça fait du bien. Et jouer aux jeux vidéo, ou alors faire du vélo, faire du sport intense, me fait tellement de bien que ça en devient une addiction, Hmm. en fait. Et parfois, tu as les bonnes addictions, puis les mauvaises. Mais enfin, ça reste des addictions, hein. Mais du coup, ça peut être un peu plus compliqué aujourd'hui avec les réseaux sociaux, avec tous ces circuits de récompense dopaminergique directe, Ouais. de se motiver à faire quelque chose qui va nous donner de la dopamine, mais plus tard. Parce que le travail, on a la dopamine une fois qu'on a terminé de le faire, mais ça Mm-mm. prend plus de temps que de regarder un TikTok, par exemple. C'est génial ce que tu viens de dire, parce que là, tu parles de la gratification différée. C'est-à-dire, tu parles de la capacité à attendre la récompense, qui est très compliquée pour un individu avec TDAH. La gratification, elle doit être immédiate, assez vite. Et quand on scrolle, tu parles des réseaux sociaux, on sait, hein, il y a plein d'études qui sont faites là-dessus, c'est hyper intéressant, que le fait de tomber sur des images qui vont nous faire plaisir, ça fait un boost de dopamine. Et donc, ben oui, ces nouvelles pratiques, entre guillemets, de scroller sur les réseaux sociaux, etc., font concurrence à des activités qui peut-être le sont moins et qui sont surtout avec une gratification différée. Si je travaille, eh ben, c'est pendant un mois avant d'avoir mon salaire. Si je fais du sport, bah, c'est aussi pendant des semaines, des mois avant d'avoir un résultat, si je veux changer quelque chose physiquement. Donc, cette gratification, dès qu'elle est différée, elle devient beaucoup moins compétitive en balance pour un individu TDAH. Elle est déjà moins pour un individu neurotypique. C'est accentué, c'est aggravé pour un individu avec TDAH. C'est ça le problème, en fait. Et qu'est-ce que tu recommandes, du coup, toi, dans tes accompagnements pour les personnes comme ça qui ont du mal à se motiver, que ce soit des enfants ou que ce soit même des adultes? Et ben, ça va J'imagine que dépendre l'approche est différente. Exactement, l'approche est complètement différente, enfants, ados, adultes, et encore plus interindividuelle. Parce que, moi, ce que je vais recommander en premier, c'est d'aller chercher quelles sont les activités qui font du bien, justement, sans aller à la gratification différée, pour avoir des choses qui sont compétitives. D'accord, on peut parler de renforçateurs compétitifs, si tu veux, pour pouvoir changer des comportements. Tu peux pas changer un comportement si la conséquence agréable qui est donnée par le comportement de départ, tu n'as pas quelque chose de compétitif à proposer. Tu n'y arriveras pas. C'est l'échec assuré. Donc, chaque individu, entre guillemets, enfant, ado ou adulte, est d'abord étudié, entre guillemets, de près. Parce que sinon, on part après sur des outils tout venant. C'est ce que je dis souvent, hein, d'ailleurs. Il n'y a pas de boîte à outils miracle. On a des gros outils de base qui doivent ensuite être individualisés par individu. Ok, merci beaucoup. Une question qui revient très souvent aussi, c'est est-ce que j'ai un TDAH? Alors, pour faire plus largement, quelqu'un qui regarderait notre vidéo et qui ne serait pas encore diagnostiqué, et qui se reconnaît potentiellement, comment il pourrait faire pour savoir si ça vaut le coup d'aller se faire diagnostiquer? Alors, c'est une bonne question. Je pense qu'il faut se poser la question à partir du moment où il y a des impacts très, très significatifs sur la vie. Tu veux dire qu'on peut être TDAH et très bien vivre avec sans être diagnostiqué, par exemple? Oui, très bien vivre avec, on peut vivre avec.
Vivre avec, bah oui, bien sûr, des oublis. On va faire fabriquer 15 fois par l'année une nouvelle carte bleue parce qu'on l'a perdue. On va faire fabriquer, pareil, 20 fois dans l'année un jeu de clés parce qu'on l'a perdu. On va avoir des petits soucis par-ci, par-là, en lien avec ce TDAH, mais finalement, ça pourrit pas la vie. Mm. C'est ça le truc. Si il y a un impact sur les relations sociales qui est significatif, s'il y a un impact sur la vie professionnelle, on n'arrive pas à garder un emploi, un impact sur la santé, on a des addictions qui font qu'il y a, pour notre corps, c'est maltraitant, ou alors des difficultés dans l'hygiène de vie. Je pense par exemple à des comportements spécifiques alimentaires. Quelqu'un qui ferait 50, 60 kilos de trop parce qu'il y a un besoin de se remplir, etc. Et que ça fait des années qu'il y a une recherche, puis finalement on est passé à côté d'un TDAH. D'accord, c'était peut-être pas le truc qui se voyait en premier, mais il était là. Si on s'en occupe pas, bah, ça peut avoir d'autres impacts. Je crois que c'est surtout ça la question à se poser. Si je parle du surpoids, mais on pourrait parler de plein d'autres choses, de l'alcool, de la drogue. J'arrive pas à avoir un emploi, donc il y a une précarité financière qui est derrière. Quelles sont les conséquences en fait? Là, ça vaut la peine de se poser la question. Puis après, bon, pour tout individu qui a envie de mieux se comprendre et de mieux se connaître. Mais ça a un coût. Et puis, c'est un investissement personnel, donc il faut peser le pour et le contre. Et quels sont les signes, vraiment, les critères de diagnostic ou juste des signes où on peut se mettre la puce à l'oreille et se dire ah, peut-être qu'en fait, il faudrait que je creuse par là. Oui, alors je pense qu'il faut aller chercher sur les critères cliniques du DSM-5, parce que si je liste les 18, ça va être un petit peu long, mais... Et puis il faut le faire à tête reposée, pas juste à l'oral comme ça. Donc voilà, on peut les trouver en free sur Internet. J'aurais envie de conseiller, il y a l'association française Hyper Super TDAH France, si je ne dis pas de bêtises, qui référence les critères diagnostiques DSM-5. Mais on peut les trouver assez facilement. Donc, vraiment, les mots-clés à remplir, c'est critères diagnostiques, TDAH, CIM11, CIM11 ou DSM-5. Et puis là, on tombe sur les critères, les 9 inattentifs, les 9 hyperactivité, impulsivité, on coche. Si on a plus de 17 ans, 5 critères, d'accord, dans une des catégories suffisent, pas en tout, 5 dans l'inattentif ou 5 dans l'hyperactif, minimum, après on peut en avoir plus. Ça doit faire tilt. C'est que là, normalement, on est dedans. Il faut une investigation complémentaire, attention, ça ne suffit pas. Oui, parce que beaucoup de personnes s'autodiagnostiquent, je vois que c'est très controversé sur les réseaux sociaux. C'est une catastrophe. Non, parce qu'à ce train-là, ça revient au mythe que tu disais en premier, nous sommes tous TDAH. Non, mais non. Les critères, ils sont simples. C'est marqué très souvent, justement. D'accord? Donc, souvent, ne prête pas attention aux détails. Non. Souvent, ne va pas au bout d'une tâche. C'est pas... Une fois de temps en temps. Souvent, c'est plus de 90% du temps. C'est quasiment toujours. Souvent. C'est pas 50% du temps. Oui, parce que tout le monde oublie ses clés, tout le monde perd sa carte bleue. Ça arrive à tout le monde de perdre sa carte bleue, même 2 ou 3 fois dans l'année. C'est plus pathologique. De perdre ses pathologique. clés, c'est quand ça devient pathologique. C'est un trouble. C'est pas juste un fonctionnement. Donc, vraiment, il faut aller creuser plus. On va aller chercher aussi, donc il y a des batteries d'évaluation spécifiques. Ça en vient à ma question, justement. Oui. Si on a envie de creuser plus, on fait quoi? On commence par où? On va voir des spécialistes. On va voir des spécialistes, des experts. Certains psychiatres le sont, certains médecins, psychologues, neuropsychologues. On va voir des gens qui sont compétents, experts, qualifiés et qui ont des outils d'évaluation qui sont validés scientifiquement. Donc, il y a des batteries spécifiques, il y a des questionnaires spécifiques, il y a plein de choses pour bilanter un TDAH, enfant, ado ou adulte. Et puis, il y a vraiment ce côté expert, c'est important parce qu'il y a beaucoup de comorbidités qui sont possibles. Et donc, il ne faut pas écarter certains autres diagnostics qui, parfois, eux-mêmes, ont écarté le TDAH pendant des années. Donc, toi, tu recommandes plutôt d'aller voir quelqu'un qui est spécialisé dans les troubles neurodéveloppementaux?
Oui, et qui a quand même aussi l'expertise de connaître les comorbidités. Parce qu'on a des comorbidités qui peuvent cacher le diagnostic du TDAH et qui ne devraient pas être cachées. Je pense par exemple à l'anxiété, la dépression. Ça peut aller de pair, hein, ok. Mm. Est-ce que moi j'ai vu les deux dans ma vie professionnelle, vraiment j'ai vu les deux. J'ai vu des gens qui pendant 30 ans, 40 ans étaient en errance diagnostique et qui avaient eu tout. Bipolarité, troubles anxieux, troubles dépressifs. Alors je dis pas qu'ils n'avaient pas ces choses-là, hein, mais derrière il y avait un super TDAH que personne n'a jamais vu et dans l'enfance qui était juste visible. Et qui est la cause finalement de Hum, potentiellement ces autres qui, diagnostics. qui en tout cas est là. Mm. Et si c'est là, faut qu'on s'en occupe. À l'inverse, faire un diagnostic TDAH pour un individu sans aller clarifier, est-ce qu'il y aurait des troubles anxieux associés? Est-ce qu'il y a une petite dépression peut-être associée? Bah, c'est pareil, c'est pas éthique. Parce que l'individu, il a peut-être besoin d'aide pour son anxiété, pour sa dépression, et pas que pour son TDAH. Donc c'est bien d'y voir clair. Et du coup, je me demande pourquoi c'est aussi difficile de trouver des spécialistes. C'est une très bonne question. Peut-être parce que c'est récent, peut-être parce que... je pense que vraiment les professionnels qui s'intéressent à ce sujet, c'est très récent, hein. Il y a 15 ans, 16 ans maintenant, il y a 16 ans en arrière, quand on a commencé l'aventure Teddy School, on n'en parlait pas beaucoup du TDAH, hein. Ça concernait quelques enfants par classe, 2, 3. On voyait déjà pas trop ceux qui étaient inattentifs. On était plus focus sur ceux qui étaient hyperactifs, bien sûr. Sur les enfants turbulents. Turbulent, voilà, soi-disant. Enfin, c'est le mot qu'on colle, hein, Mm. hyperactif, turbulent, j'aime pas ce mot-là. Mais moi, je me demande, j'ai toujours l'impression que ça prend du temps. Il se passe des choses outre-Atlantique. Et puis, j'ai l'impression que l'information, elle prend le trajet, tu sais, de la distance à la nage. Puis au milieu, elle se noie, blou, 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 je sais pas, il se passe quelque chose. Il y a 60 ans qui se passe avant qu'en Europe, il y ait l'écho. Depuis ces 5 dernières années, ça y est, ça booste. Ça Mm. commence à... Est-ce que c'est les réseaux sociaux qui aident aussi? Qui parfois n'aident pas parce qu'ils peuvent véhiculer une mauvaise information, mais... Ou est-ce que c'est parce qu'aujourd'hui, on est en train de se rendre compte que c'est plus 2 ou 3 enfants dans la classe, mais beaucoup plus? Et donc, ça commence à devenir très compliqué sur le terrain. Ça, c'est des hypothèses. Je ne sais pas si j'ai la réponse. Parce que tu me dis, ça me fait un peu penser aux enseignants qui disent que dans leur classe, tous les enfants ont des troubles neurodéveloppementaux, ils sont tous TDAH, mais que finalement, du coup, c'est pas tant vrai que ça, c'est plutôt de la mauvaise éducation. Ah, alors non, on va enlever cette idée reçue là tout de suite parce que tout à l'heure je parlais des comportements, on parlait des neurohormones. Non, on ne devient pas TDAH à cause de l'éducation ou des écrans. Ça, c'est faux. Par contre, attention, je mets vraiment un par contre, ça peut aggraver les choses, bien sûr. Un enfant TDAH, il va confronter le cadre éducatif de manière extraordinaire. Un enfant neurotypique va le faire. C'est déjà pas facile pour un parent de tenir le cadre, etc. L'éducation, il n'y a pas d'école pour apprendre à être parent. Donc, c'est pas facile. Mais quand on a un enfant avec un TDAH, parfois 2, parfois 3 enfants, alors là, faut être un super-héros en fait, ok, pour tenir le cadre. La confrontation, elle est très violente, elle est systématique. On tombe vite dans du harcèlement. Il harcèle pour obtenir, ou elle, hein, d'accord, je fais pas de... Ce que je veux dire, c'est que l'éducation des parents, elle est tellement mise à mal qu'on tombe dans un espèce de cercle vicieux éducatif où on a des parents qui finissent par démissionner. Moi, je ne vais pas les juger, hein. Si on vivait ce que eux ils vivent, on démissionnerait peut-être nous aussi. Il y a qu'au pied du mur qu'on voit le maçon, hein, donc moi, je ne ferai pas de raccourcis et de jugement. Jamais. Jamais. Mais qu'on arrête d'accuser les parents en disant « Oui, mais c'est un problème d'éducation ». Non, c'est pas vrai. À l'origine, c'est un dysfonctionnement, j'aime pas le mot problème, à l'origine, c'est une atypicité. C'est un dysfonctionnement du cortex. Et c'est comme ça. C'est un enfant différent, qui demande un cadre éducatif différent. Et en fait, on n'a pas équipé les parents pour ça.
On les a déjà pas équipés hein, pour un enfant neurotypique, il s'équipe tout seul. Mais là, non, là c'est, vas-y, grimpe l'Himalaya et puis je te donne même pas une corde et impossible. Ça, c'est un truc, moi, ça me met en colère. Et qu'est-ce qu'on peut dire aux enseignants qui disent ce genre de choses alors On peut leur dire que, effectivement, un enfant TDAH confronte durement le cadre éducatif, hein, qu'on a des parents qui peuvent parfois lâcher prise, parce que surtout, ils ont besoin de soutien, de guidance parentale, de formation. Et les enseignants aussi pourraient avoir besoin de formation, parce que à évidemment, l'université, évidemment. pour devenir enseignant, c'est très peu évoqué finalement. En tout cas, pas dans les détails et pas dans les Oui. techniques éducatives comme aux Oui. États-Unis. Alors qu'il y a des stratégies qui fonctionnent. Mais en fait, tous, les enseignants et les parents, qu'ils fassent la paix. Parce qu'en fait, c'est pas parce qu'ils vont se rejeter la faute dessus que ça va changer les choses. Et plutôt qu'ils se disent, OK, on va bosser main dans la main et on va aller chercher de l'aide. Allons chercher des gens qui vont pouvoir nous conseiller, nous superviser, nous guider. Parce que ça ne va pas durer toute la vie. Ça va durer un petit moment. On va prendre des outils, on va comprendre le mindset, comment ça marche. Et du coup, après, ça va fonctionner et on sera expert du problème. On n'aura plus besoin des experts, justement. À mon avis, c'est ça le truc. Je te propose maintenant un petit jeu. Allez, un dernier. Je vais te dire des choses et tu vas me dire si c'est à faire ou à ne pas faire avec un TDAH. Alors, la première, faire des to-do list très longues. À ne pas faire. Faux outil. La to-do list, ça marche pas comme ça. Limiter à 3 priorités par jour. À faire. À individualiser quand même, mais plutôt à faire. Travailler uniquement sous pression, parce que ça marche bien. Alors là, je sais pas trop quoi dire. À ne pas faire quand même, parce que au niveau cortisol, au niveau stress, c'est pas bon pour le corps quand même. Donc on va essayer de trouver des stratégies, mais on va aussi accepter cette part-là du TDAH. La personne travaille que sous pression, d'accord, et a besoin d'une deadline et va procrastiner et puis finalement va s'y mettre pendant 48 heures non-stop avant la deadline. Why not? Donc, j'ai envie de dire à choisir selon l'individu. Attendre d'être motivé pour commencer. Difficile de fonctionner autrement. La question, c'est pas à faire ou à ne pas faire. Là, j'aurais envie de te dire comment essayer de changer ce comportement. Pour là, c'est un joker, du coup. Joker. Découper une grosse tâche en plein de micro-étapes. Génial, à faire. On appelle ça du fractionnement. Et rajouter dessus de la structuration temporelle, ça marche. Donc en fait, le problème, c'est pas de pas avoir des solutions, c'est qu'on a des solutions, mais qui sont pas forcément adaptées à notre fonctionnement. Exactement. C'est ce que j'expliquais tout à l'heure quand je parlais de la boîte à outils magique. Elle n'existe pas. Pour les enseignants non plus d'ailleurs. C'est un cours que j'ai donné là, il n'y a pas très longtemps à la Haute École Pédagogique de Fribourg, où je disais aux enseignantes, si vous attendez que je vous donne une boîte à outils magique, vous pouvez repartir tout de suite parce que je ne vais pas le faire. Elles sont toutes restées, parce qu'elles ont bien compris que ce n'est pas comme ça que ça marche. Donc non, ça ne fonctionne pas comme ça. On a des outils de base. Imagine des pots de peinture. Ok, tu as du bleu, tu as du rouge, tu as du jaune. Chaque pot de peinture, c'est un outil. Eh bien, tu vas prendre un certain dosage de cet outil et puis tu vas pas dessiner la même chose avec. Sur chaque individu, on va proposer d'individualiser l'outil. C'est comme ça que ça marche, sinon ça ne marche pas. Et je trouve que c'est vraiment dommage et j'en veux quelque part un peu à certaines personnes qui pourraient proposer des outils tout venant. Parce que du coup, un individu à qui tu dis, tiens, prenez cet outil, ça va marcher. Il prend l'outil, il l'essaye. Ça ne fonctionne pas pour lui ou pour elle. Ça te renvoie une image vachement négative. Ça te met encore dans l'échec. Donc ça, je pense que c'est important. N'allez pas chercher des outils. Du moment où on vous parle d'outils tout venant et que vous sentez qu'on n'individualise pas les choses pour vous, fuyez. Vous n'êtes pas au bon endroit. Ça va vous faire du mal. Ça va vous renvoyer une image négative de vous-même. Je te propose maintenant qu'on écoute quelques messages vocaux qu'on a reçus sur notre messagerie Instagram, avec des questions, avec des informations pour qu'on puisse un petit peu y répondre, si tu es d'accord. Allez. Alors, le premier, j'y vais. Ouais, vas-y. Je suis TDAH et j'ai beaucoup de mal à gérer mes émotions. Est-ce que je serais colérique comme ça toute ma vie ? Ah, c'est dur ça, parce que quelqu'un qui se trouve colérique, c'est pas facile pour la personne aussi, et pour l'entourage bien sûr. Non, on peut réguler les choses.
On peut réguler les choses, on peut changer. Être colérique, finalement, c'est un ensemble de comportements. On va chercher, pour l'individu en question, à savoir, OK, quels sont les déclencheurs, les antécédents, quels sont les comportements vraiment spécifiques. Qu'est-ce que ça veut dire être colérique, hein? C'est plusieurs comportements. Et puis, on va essayer de trouver des stratégies pour modifier les antécédents, les déclencheurs, et puis pour modifier les conséquences de la colère, pour pouvoir mieux réguler cette émotion-là. La régulation émotionnelle, c'est une des fonctions exécutives. Tu me posais les questions au départ. Donc, c'est un des chefs d'orchestre du cerveau, la régulation émotionnelle. Donc, oui, mais il y a des choses ça s'apprend. Ça peut progresser. Je me reconnais dans plein de symptômes, mais j'ai peur de me faire diagnostiquer. Est-ce que ça vaut le coup? Oh, c'est une bonne question. Pourquoi la peur? Il faudrait chercher à savoir qu'est-ce qui fait peur à cette personne-là. Pourquoi peur du diagnostic? Qu'est-ce que ça changerait à la vie? Est-ce que ça apporterait des bénéfices? Est-ce que ça apporterait au contraire des inconvénients? Moi, je pense que ça peut apporter un bénéfice. C'est sûr que sur le coup, ça peut faire beaucoup pleurer parce que ça dépend l'âge qu'on a, mais cette personne, elle a déjà un certain âge. Donc, si on a passé 30 ans de sa vie à devoir gérer des difficultés dans tous les sens, être en errance diagnostique, je comprends que ça puisse faire peur. Peut-être peur d'avoir une étiquette aussi. Alors, ça j'entends beaucoup. Le diagnostic, il est confidentiel, finalement, d'accord? Donc, quand on fait un bilan, on peut partager ou pas partager son diagnostic, c'est un choix. Mais il n'y a pas d'obligation. D'accord? C'est protéger le diagnostic. Après, je trouve que l'étiquette, elle sert quand même à comprendre le fonctionnement. Alors, le troisième, allons-y. J'ai vraiment du mal à garder une routine, en fait. Je sais pas, en fait, depuis très longtemps, j'ai l'impression que ça marche pour tout le monde, sauf pour moi, en fait. Peu importe ce que je fais, j'y arrive pas. Oui, probable. Mais parce que du coup, c'est qu'elle n'est pas individualisée correctement. C'est que cette routine, elle n'est pas adaptée vraiment au fonctionnement spécifique de la personne. Sinon, ça fonctionne, les routines. Puis il y a d'autres choses, hein. Une routine doit être couplée avec du renforçateur. On doit vérifier la gratification différée, tout ce qu'on a dit tout à l'heure. Il faut vérifier plein de choses. Et puis si ça ne fonctionne pas, on va remettre en question l'outil. On est passé à côté d'un truc, je pense. J'ai été diagnostiquée anxieuse et dépressive pendant des années et maintenant je me demande si c'est pas du TDAH. Comment on fait la différence? Ça peut. Ça peut parce que ça peut être une comorbidité, troubles anxieux, troubles dépressifs. On fait la différence avec des batteries d'évaluation, des questionnaires d'évaluation spécifiques. Donc, dans un contexte de diagnostic, on peut vraiment faire la différence et faire la part des choses. Alors, j'avais une question. Je suis en couple depuis 3 ans et mon copain, il comprend pas tout le temps mon fonctionnement. Et je voulais savoir, du coup, comment faire pour que ça détruise pas notre relation. Merci. Oupsie. Expliquer le fonctionnement au partenaire, mais que ce soit pas la personne qui l'explique. Je pense aller voir quelqu'un qui pourrait expliquer au partenaire le fonctionnement de la personne concernée pourrait aider. Parce que s'il n'y a pas de compréhension, il n'y a pas d'empathie. S'il n'y a pas d'empathie, il y a du conflit. C'est quelque chose que tu fais, ça, dans tes accompagnements? Non, nous, on n'est pas experts. Alors, sur l'explication du fonctionnement de l'individu pour lui-même en psychoéducatif, oui. Après, quand c'est un individu qu'on suit et qui est en couple et qui a ce besoin-là, oui, on va le faire. Voilà. Mais si on découvre qu'il y a d'autres choses un peu plus profondes au couple... Oui, après, il faut aller voir des thérapeutes spécialisés dans les couples. Spécialisés pour le couple, exactement. Nous, on s'occupe que de notre partie TDAH, notre partie dans laquelle on est expert. Je suis tout le temps fatiguée, même quand je fais rien. J'ai l'impression que je fais un burn-out. Est-ce que c'est lié à mon TDAH? Oh, très belle question. Alors oui, quand je parlais de la santé tout à l'heure, je parlais de l'impact. Si j'ai un TDAH, à quoi sert le diagnostic? À prendre soin de sa santé aussi, d'une manière différente. Alors, TDAH et burn-out peuvent être complètement liés. J'ai créé un cours spécifique de 2 jours sur ce sujet-là, parce que ça revenait tellement. Je me suis dit, non, mais là, il faut qu'on en parle. Le cerveau TDAH étant calibré pour... On peut faire un burn-out sans être un TDAH, bien entendu, mais le cerveau, il est quand même calibré pour ça.
C'est comme si le cerveau TDAH, il était déjà programmé pour faire un burn-out plus tard, tu veux dire? Alors, disons qu'il est un terrain vulnérable, plutôt, c'est ça. C'est-à-dire que tout est là. C'est comme si je te mettais des explosifs à côté les uns les autres et qu'il manque juste, tac, un petit truc pour les mettre ensemble et que ça explose. Ok. C'est vraiment ça l'idée. Les pièces, tout est là. Le matos est là pour faire un burn-out. Est-ce qu'on va le faire? Non, pas forcément. Mais ouais. Donc, on travaille de plus en plus avec des médecins du travail sur cette question-là, justement. Pour qu'ils puissent identifier, tiens, il y a un individu qui est là en burn-out. En tant que médecin du travail, moi, je suis là pour bilanter le burn-out. Mais est-ce que finalement, derrière, ça ne serait pas utile de pousser l'individu à aller chercher plus loin, si j'ai des doutes, s'il y a des petits red flags, parce que l'idée, ça serait de ne pas refaire un deuxième, ni un troisième. Comprendre les causes. Comprendre les causes de ce burn-out. Ouais, exact. Pardon. Je te laisse écouter la question suivante. Question suivante. J'ai tendance à compenser avec la nourriture, l'alcool et les écrans. Est-ce qu'il y a un rapport avec le TDAH? Ah oui, ça peut. Si c'est quelqu'un qui a un diagnostic, oui, on a parlé des addictions, on a parlé aussi de la nourriture, donc troubles alimentaires, du comportement alimentaire. Oui, ça peut. Je te laisse écouter le dernier message Je vais y vocal. arriver. C'est le tout dernier de tous. Allez. Il y a tellement d'informations sur le TDAH que je suis complètement perdue. Comment savoir à qui faire confiance? Ah faut regarder l'antériorité, le passé des gens, je pense. Faut regarder, c'est quoi leur nom, où c'est qu'ils travaillent, qu'est-ce qu'ils ont comme parcours, est-ce qu'ils ont eu des formations, est-ce qu'ils ont accompagné beaucoup d'individus, si oui, de quel âge, est-ce qu'ils ont, entre guillemets, pignon sur rue, aller demander des avis à des médecins aussi, pourquoi pas, les médecins peuvent conseiller des accompagnements, peuvent bilanter, diagnostiquer, s'occuper de la médication, mais peuvent aussi conseiller certains noms, je pense. Il y a des unités aussi qui existent plus spécifiquement, voilà, pour les enfants, les ados, des unités médicales. Parce qu'on parlait tout à l'heure des réseaux sociaux, des coachs TDAH sur les réseaux sociaux, il y en a une quantité astronomique. Et je pense honnêtement qu'ils ne se valent pas forcément tous. Ah non, mais tout ce qui est... Non, clairement, ça c'est sûr. Et je pense qu'il faut surtout regarder quelles sont les formations qui ont été suivies par ces gens-là et depuis combien de temps. Est-ce que ça fait 20 ans qu'ils bossent dans le domaine ou est-ce que ça fait 2 ans? Voilà, c'est pas grave, il faut bien commencer quelque part. Mais moi, le terme de coach TDAH, ou alors est-ce que c'est un coach qui est conseillé par un expert? D'accord? Si c'est un médecin qui t'envoie vers un coach parce qu'il y a eu déjà des retombées positives, qu'il a des patients, si c'est un expert qui te dit, vous pouvez aller voir telle personne, elle va vous coacher en termes d'organisation, de rangement, c'est une personne qui vraiment est concernée puis qui sait faire, ok, tu peux aller. Mais il y a des red flags de toute façon qui doivent alerter. Mais les gens ont souvent peur de demander les preuves de quelqu'un, de sa légitimité. Mais enfin, il faut le faire. Il s'agit de santé mentale et physique. Il faut le faire, que ce soit pour soi en tant qu'adulte ou pour son ado ou pour son enfant. Oui, puis si la personne est légitime, ça ne devrait pas poser problème. Ça ne posera aucun problème. Une personne qui est légitime, dans tous les sujets d'ailleurs, là on parle du TDAH, mais une personne qui est légitime, elle vous donnera ses diplômes, ses qualifications, ses formations, ses références. Il n'y a pas de souci à faire ça. Il faut, parce que maintenant, avec les réseaux sociaux, effectivement, il y a tout. Et de n'importe quoi, dans tous les domaines d'ailleurs. Eh bien écoute, merci beaucoup Virginie d'être revenue encore dans ce podcast pour nous Avec partager plaisir. ton expertise, cette fois spécifiquement sur le TDAH. C'était très intéressant, j'ai beaucoup aimé discuter avec toi et je pense que tu as pu répondre à beaucoup de questions que j'ai vues passer sur nos précédentes vidéos. Oui, tes jeux étaient sympas. Merci. Est-ce que tu peux nous parler rapidement de ce que tu proposes à tes School en rapport avec le TDAH, si ça peut intéresser Oui, alors on a le pôle bilan et puis on a le pôle projet professionnel. Dans ces deux pôles-là, il y a plein de services. Mon pôle bilan, c'est surtout le diagnostic. Et pôle projet professionnel, il y a plusieurs services qui sont dédiés aux individus avec TDAH. Ados, adultes, enfin jeunes adultes,
Ado, parce que on est sur un parcours de formation avant le professionnel. Et puis, on a aussi, il y a la partie formation qui peut être bien psychoéducatif, mais c'est dedans. Il faut aller voir sur le site internet les différents services qui sont proposés. On a une palette un petit peu large quand même. Merci beaucoup Virginie. Avec plaisir. Merci à vous d'avoir suivi ce podcast. Je vous laisse découvrir tous les articles et les ressources gratuites dans la description.